16 juin 1966, ça a démarré ici, enfin non, la société a été créée. Il a fallu quelques mois pour construire le studio ensuite, sachant qu'il a été construit par les créateurs du studio, enfin vraiment, c'est-à-dire que c'était Georges Chatelain et Bernard Estardi qui se sont retroussés les manches avec deux amis à eux, parce qu'ils ont embarqué quand même des amis dans l'aventure, à savoir Jean-Louis Proust, qui a été l'assistant pendant des années derrière, et Gilles Marchal, le chanteur Gilles Marchal. Et ils ont construit ce studio seuls. Mon père brise un peu les conventions familiales et monte sur scène, et passionné de musique, de piano, d'orgue. Il joue avec Nino Ferrer, avec Bill Coleman, avec Nancy Holloway pendant quelques années. Et puis sa rencontre avec Georges Chatelain, qui depuis quelques années, depuis les bancs du lycée Chaptal, fait que Georges a une idée. Il se dit mais pourquoi pour faire nos productions, pourquoi on ne montrait pas un studio? Est-ce que tu viendrais avec moi? Et mon père fait des tournées à droite et à gauche. Nino commence à parler de partir en Italie. Il dit bah, pourquoi pas. Et donc il commence cette aventure comme ça, je dirais un peu par hasard. Une association assez dingue, parce qu'une association de deux ingénieurs, mais pas d'ingénieurs du son. Et puis il y en a un qui va se retrouver derrière la console et qui ne va plus jamais la quitter. Donc toute cette création, toute cette émulsion a fait que ça a été très en vogue pendant pas mal d'années, et aussi bien entendu parce qu'il y avait Bernard Estardi derrière la console qui avait sa patte, son savoir-faire, qui avait développé son petit truc et qui était très prisé des acteurs de la musique. Pourquoi c'est un studio de légende ici? Parce qu'il a été nourri pendant maintenant 50 ans de musique, de coups de colère, de coups de sang, de coups d'amour, de plein de choses. Mais ça a été nourri de toutes ces choses-là, et ça a été nourri par des chansons incroyables. Il a fait partie de ces studios qui étaient quand même assez petits. C'était des studios, les studios CBE, c'était des studios pas très grands. Je veux dire, on parle de Davout, c'était énorme, Guillaume Tell, c'était énorme, les studios Barclay, c'était énorme. Là, on se retrouvait vraiment dans un cocon. C'était un studio de musiciens. Pour des musiciens, c'était un laboratoire ici. Il faisait une voix vraiment, il faisait du sur-mesure. Donc, ça a été, pourquoi ici, ça a été une alchimie impeccable. On est dans la cabine de prise. Ouais, et on est là où tout se fait. Alors derrière vous, Derrière moi, il y a un orgamone qui a servi pour beaucoup de productions. Gérard Lenormand, les autres, Dave, enfin voilà. Il y a une autre cabine là-bas dans laquelle on met effectivement les amplis guitare aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des cordes ici, des cordes là, le piano, tout était modulable dans tous les cas. Alors, à première vue, on a du mal à se rendre compte qu'il pouvait rentrer une cinquantaine de musiciens, mais oui, il pouvait rentrer une cinquantaine de musiciens. Et ça paraît dingue, mais c'est vrai. Il y a un deuxième studio à l'étage. Il y a deux petites cabines, dont une qui est habitée, je dirais, par Sébastien Tellier, qui est là quasiment à demeure et qui vient faire de la musique. Voilà. Après, on a un autre petit studio, un studio de mastering, et il y a mon bureau. Moi, avec le recul, ça fait 12 ans que j'ai repris ce studio, que je tremble pour lui chaque année, tous les jours, pour me dire, bon, on n'est plus dans la même conjoncture que l'époque, donc forcément, je m'aperçois que c'est uniquement de l'humain. Ça n'est que de l'humain. Alors si on a la chance d'avoir quelqu'un d'extrêmement talentueux derrière la console, d'avoir une osmose avec un arrangeur qui est extrêmement talentueux, d'avoir cette espèce de synergie permanente,
où les gens n'avaient pas forcément, ils n'avaient pas l'impression de travailler. Ils m'ont tous dit, hein, les Slim Pesin, tous ils me disaient, on arrivait, on s'éclatait. Et même mes parents, ils ont passé toute leur vie à ne pas travailler. Et pourtant à travailler 18 heures sur 24. Enfin, je veux dire. Donc, un studio, alors, il y a plusieurs conjonctures. Celui-là, c'est fait rien qu'avec de l'humain et beaucoup d'amour. Voilà. Et ça a été la clé de cette chose-là. La clé de la réussite des chansons, c'était évidemment de prendre aussi des gens extrêmement talentueux, bien sûr, dans une espèce de boîte magique, d'une boîte à musique qui a une acoustique incroyable. Évidemment, tout ça joue énormément, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir la meilleure des voitures de course, on ne sera pas Schumacher. Enfin, je veux dire, il faut quand même du talent derrière aussi. On parlait d'Estardi, on ne parlait pas de CBE, on avait oublié CBE. CBE était le studio qui mettait en valeur Bernard Estardi. Finalement, il y avait cette chose un peu... Donc on a oublié CBE. On a compris après que c'était très lourd. C'est vrai, c'est un gros bébé à porter quand même. Et c'est compliqué parce que on ne fait plus de la musique comme à l'époque. On va voir un ingénieur du son. On va trouver des équipes, mais on n'a plus besoin de studio. L'arrivée de Pierre Guimard, qui nous a ramené donc ce groupe qui n'avait pas fait d'album, voilà, c'était assez émouvant parce que c'était le premier appel du pied qui disait « Allez, on va leur laisser leur chance de remonter l'aventure ». À l'époque, il y a eu Paul Simon. C'est un des patrons de chez Barclay qui lui a dit « Tu cherches une reverb particulière, tu cherches un son particulier, va trouver le géant au studio, il va te faire du sur-mesure. » Lincoln Duncan is my name and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman. My mama